On voit aujourd'hui qu'il devient difficile de différencier le vrai du faux par rapport à des images ou des vidéos. On peut imaginer que dans quelques mois, quelques années, ce sera vraiment totalement impossible. L'IA dépassera-t-elle bientôt nos capacités cognitives ? Jusqu'où porte le pouvoir des big tech sur nos vies ? Quels sont les enjeux civilisationnels du nouveau monde ouvert par l'IA générative ? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, j'accueille aujourd'hui Anoush Seththaggia, journaliste, responsable du pôle cyber du Temps, passionné par l'évolution de l'intelligence artificielle, mais aussi, d'une manière plus large, par l'impact des technologies numériques. Je suis Bertrand Kieffer, médecin et éthicien, et vous écoutez Parce qu'il faut bien vivre, un podcast d'entretien qui explore la jungle des défis contemporains. Bienvenue. Bonjour Anoush Seththaggia. Bonjour Bertrand Kieffer. À suivre au jour le jour votre production dans le journal Le Temps qui est immense, on est impressionné par votre manière de traiter l'actualité des technologies numériques. Mais on a l'impression depuis l'avènement des IA génératives que tout s'emballe. Et vous, avez-vous l'impression de faire du journalisme classique ? Ou vous sentez-vous plutôt comme un reporter dans une drôle de guerre aux dimensions mondiales ? Ouais, c'est un sacré affrontement, effectivement, et ça va vite, ça va vraiment très très vite. Alors moi, j'ai l'habitude de me lever plutôt tôt le matin, vers 4-5 heures, et assez vite, c'est le moment d'angoisse. On ouvre mon téléphone, en quittant le mode avion. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Qu'est-ce qui a été lancé dans la Silicon Valley ? Quels ont été les nouveaux super deals à 10, 50, 100 milliards de dollars ? Quels nouveaux services ont été lancés ? Et ça, c'est vraiment énorme. Donc effectivement, l'actualité va très très vite. Il y a beaucoup de lancements, il y a beaucoup de communication de la part de ces acteurs de l'IA. Donc, il y a effectivement cette actualité à traiter au quotidien, à expliquer un petit peu les enjeux, faire un tri parmi tout ce qui tombe dans la journée, pas seulement aux États-Unis, mais aussi évidemment en Chine et puis en Europe, parler aussi de ce qui se passe en Suisse. Et puis prendre aussi le temps, quand c'est possible, malheureusement c'est pas souvent possible, de faire un pas de côté, de se dire voilà, maintenant on va faire une petite opération spéciale pour parler de la consommation énergétique délirante générée par l'IA. On va faire un point sur est-ce qu'il y a une bulle financière ou pas, parler aussi de tous les enjeux sociétaux qui sont extrêmement importants avec nos interactions en permanence avec ces machines et ces systèmes. Donc ça fait beaucoup à suivre. Et voilà, moi je me vois comme un observateur vraiment hyper intéressé, passionné par tout ça. Et puis l'idée, c'est au jour le jour d'essayer de rendre compte aux lectrices, aux lecteurs, qu'est-ce qui est important pour vous ? Comment est-ce que ça peut peut-être vous donner des informations pour mieux appréhender ces technologies ? Et puis encore, il y a encore un dernier aspect, c'est tester ces outils. Tous ces outils qui évoluent en permanence pour en faire un compte-rendu le plus fidèle possible, dire voilà, est-ce que c'est important ? Est-ce que aux lectrices, aux lecteurs, est-ce que c'est important ? Est-ce qu'il faut le tester ? Est-ce que ça peut faire partie de votre vie quotidienne ? Ou bien non, ça fait partie vraiment de ce discours marketing totalement délirant et surréaliste qui est là, et non, il ne faut pas encore toucher à ce produit-là. Donc oui, ça fait beaucoup, mais c'est vraiment, vraiment passionnant. J'ai beaucoup de chance de suivre ceci, vraiment beaucoup de chance, ouais. Vous suivez très bien l'actualité et vous la critiquez aussi, ce qui est vraiment important. Il y a quand même toujours sous votre plume des arguments critiques, donc il essaie de situer les choses. Mais ce qui est difficile, c'est d'avoir une vision un peu plus surplombante, c'est de dire qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce qu'on est tous pris dans une grosse manipulation symbolique ? Et comment vous voyez ça, vous, la question du surplomb ? Ouais, effectivement, ça c'est compliqué. On a clairement deux camps en face de nous. Et moi, je le vois aussi en postant sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, des morceaux d'articles ou des opinions. Il y a vraiment deux camps. Il y a ceux qui sont à fond pour, en disant, voilà, il faut y aller. D'abord, il n'y a pas le choix, ce qui est déjà questionnable en soi, pour l'utilisation de ces services. Et puis ensuite, OK, peut-être c'est un mauvais moment à passer au niveau de la consommation énergétique, au niveau de ces investissements, peut-être qu'il y a un risque de bulle, mais ensuite, regardez le progrès, les choses incroyables qui seront autorisées et permises avec l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs un discours qui rejoint quand même pas mal celle d'un Elon Musk, Sam Altman, le patron d'OpenAI ou autre. Et puis, on a aussi une grande partie du lectorat et du public qui est très critique par rapport à ceci, qui se sont dépassés par les événements, qui a effectivement peur que tout ceci accélère encore l'appauvrissement de la planète, la consommation de la matière première, de l'énergie ou de l'eau, et puis en plus qu'il y ait un pouvoir concentré au sein de ces empires du numérique. Donc, il y a clairement ces deux camps qui s'affrontent, qui ont des visions très, très différentes.
Eh ben, l'idée, c'est évidemment d'abord de leur donner la parole, ça, c'est aussi très important, et puis effectivement de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, de voir comment ça transforme nos vies. J'avais pris le temps, ce qui est quand même assez rare, de faire une double page il y a environ 6 mois pour dire, voilà, le titre de l'article, c'était « Sans qu'on ait rien demandé, l'IA est en train d'envahir nos vies ». Vous ouvrez aujourd'hui des services Microsoft, vous ouvrez Gmail, vous ouvrez évidemment WhatsApp avec ce petit assistant qui est là en permanence, Word ou d'autres, et sans arrêt, l'IA vient vers vous, propose ses services, vous tentez de l'utiliser assez souvent quand même, le résultat est assez affligeant ou inquiétant, où il faut faire une double vérification, ce qui va vous faire perdre au final encore plus de temps. Donc effectivement, l'idée c'est de questionner ceci, le fait que ça nous est quand même grandement imposé. On parlera après peut-être de pourquoi ça nous est autant imposé, et de dire effectivement que c'est en train de changer nos vies, nos interactions entre nous, nos interactions avec les machines, le temps qu'on passe en plus, évidemment, face à nos écrans. Effectivement, encore une fois, pour revenir à votre question, prendre le temps de séparer ce discours marketing qui nous vient de la Silicon Valley, la vision critique qu'ont plein d'acteurs, ça c'est vraiment important. Et c'est vrai que mon petit point de vue par rapport à ça, c'est que je suis quand même assez inquiet par rapport à cette accélération de ces technologies, du fait qu'il n'y ait pas de garde-fou, très peu de contrôle, qu'aux États-Unis, ces contrôles, ces barrières sont en train d'être totalement cassées. On a vu récemment OpenAI qui annonce, voilà, oui, tout bientôt, on va lancer la possibilité d'avoir des conversations érotiques avec ChatGPT, avec évidemment des conséquences pour les plus jeunes et même peut-être les plus âgés qui peuvent être absolument dramatiques et vraiment peut-être même destructrices pour certains. Donc, on voit que ça va très vite. Et moi, je suis effectivement assez inquiet par rapport au fait qu'il n'y ait aucune limite par rapport à ceci, que ça va très vite. Et j'ai aussi un peu de peine à croire, c'est un euphémisme, ces promesses. Sam Altman disait en particulier il y a quelques mois, ben voilà, pourquoi pas, l'IA va permettre de réparer le climat. C'était vraiment ces mots, et puis de créer des colonies sur Mars. Donc voilà, on n'est pas très très loin effectivement d'un discours d'un Elon Musk. Et voilà, vraiment prudence absolue et critique par rapport à ceci. Et je terminerai avec ceci, sans négliger aussi, et ça c'est un point très important, le fait que l'IA facilite aussi nos vies pour plein de choses. Moi, je regarde à ma toute petite échelle la retranscription d'interviews aujourd'hui, que ce soit pour la reconnaissance audio vers le texte, ou même après l'amélioration du texte. Évidemment, après, moi, je vais repasser plusieurs fois pour réécrire des morceaux, mais ça facilite grandement le travail. Et ça, c'est juste à mon échelle, mais on est tous un petit peu augmentés aujourd'hui avec l'IA. Mais est-ce qu'on sera autant augmenté que nous promettent les gourous ou les barons de la Silicon Valley? J'ai quand même quelques doutes. Une des principales questions, c'est la question du sens, au fond. Et qu'est-ce que veut dire, justement, augmenter l'humain? Qu'est-ce que veut dire augmenter la performance et la productivité, même au sens simplement économique, parce qu'on vante toujours la productivité qui va être améliorée. D'ailleurs, on justifie ainsi les immenses investissements faits dans l'intelligence artificielle. Mais quel est le sens de cette productivité? Sinon, renforcer encore le modèle actuel. Enfin, vous voyez ça comment, vous? Oui, effectivement, il y a 2 échelles. Il y a l'échelle déjà de nous, simples humains, et puis peut-être au niveau économique. Alors, moi, au niveau personnel, l'IA devrait me permettre de faire quoi? D'être plus efficace, d'être plus sûr. Prenons par exemple la voiture. J'ai une voiture qui, certainement comme vous, et j'ai remarqué ça ces dernières semaines, plusieurs fois aidé, par exemple, en faisant en sorte que, attention, j'étais pas hyper attentif au volant. Peut-être que j'écoutais de la musique un peu trop fort, je sais pas, ou je regardais par la fenêtre. Et puis, la voiture m'a dit, attention, tu te rapproches trop près de la voiture qui est devant. Et là, il y a de l'IA derrière, évidemment, reconnaissance des alentours. Et là, c'est un point vraiment utile. Et on peut imaginer qu'une fois ou deux, ça m'a évité des touchettes avec d'autres voitures, voire peut-être autre chose. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que l'IA nous permette de déléguer certaines tâches à la machine, des tâches peut-être fastidieuses, ennuyeuses, qu'on fait aujourd'hui avec notre écran. Peut-être que plus tard, ça c'est un petit peu ce que nous faisons aussi, ce fameux Elon Musk, nous permettra de nous assister pour les tâches ménagères, peut-être, que ce soit pour vaisselle, lessive, mettre la table ou autre chose. L'IA peut nous permettre, je discutais avec l'auteur d'un livre récemment qui nous disait, voilà, moi, l'IA
Je fais très attention avec ça, mais par contre, oui, ça m'aide, par exemple, quand je vais me balader en forêt, à reconnaître le chant des oiseaux. Ben voilà, c'est des petites choses, c'est des petites améliorations, c'est des possibilités qu'on n'avait pas il y a quelques années qui sont ici, qui sont intéressantes. Et puis au niveau économique, oui, alors ça peut effectivement augmenter, j'ai l'impression que c'est le cas, un tout petit peu ma productivité, que ce soit par exemple de la recherche d'informations par rapport à certaines thématiques. Ça peut être des fois la recherche d'interlocuteurs, mais en même temps, on voit aussi qu'il y a pas mal d'études qui montrent que, attention, quand c'est mis en entreprise, la plupart du temps, les gains sont vraiment marginaux, voire même nuls. Pas mal d'études là autour qui contrebalancent évidemment les études d'un Microsoft ou autres qui disent mais c'est fantastique, Copilot ou autres vont permettre d'augmenter votre productivité. Donc encore une fois, ça avance par petits pas pour nous individus. J'ai l'impression on va vers quelque chose de mieux. Au niveau professionnel, c'est autre chose. Et puis encore un autre point. Et ça, c'est un petit peu la suite. C'est ces agents, l'IA agentique, une sorte d'agent qui serait là toujours pour nous aider. Et il faut lui donner des accès. Et ça, c'est vraiment extrêmement délicat. Est-ce que moi, j'ai envie de donner l'accès à mes comptes bancaires, par exemple, mes comptes email ou à mes réseaux sociaux pour que l'IA travaille un peu par elle-même et fasse certaines choses pour moi? Pour l'instant, il y a plein d'essais qui sont là. Ça ne marche pas encore vraiment, même si cette fameuse IA agentique est survendue, je pense, aujourd'hui par les géants de la tech. Donc, prudence par rapport à ça. Et puis après, la suite, c'est quoi? On a vu OpenAI annoncer récemment que oui, bientôt, ils vont créer une sorte de petit pendentif ou un autre objet pour que l'IA enregistre en permanence ce qui se passe autour de nous, soit une sorte de super assistant de nos quotidiens. Ça pourrait prendre la forme d'un pendentif, d'une bague, d'un collier ou d'autres choses. Vraiment, l'IA qui serait sortie du téléphone et qui nous assisterait en permanence, qui serait nos yeux, notre mémoire surtout, par rapport à tout ce qu'on a vécu, qui enregistrerait ce qui se passe autour de nous. Alors voilà, pour l'instant, il y a quelques petits essais techniques, ça marche pas encore très très bien, mais peut-être que c'est vers ceci qu'on tend. En tout cas, c'est ce qui nous est vendu pour la suite, une sorte de super assistant qui aurait plus la forme d'un téléphone, qui serait en permanence avec nous, avec qui on pourrait interagir tout le temps. Mais ça pose évidemment énormément de questions par rapport à l'enregistrement de tout ce qu'on a autour de nous, nos interactions avec les autres humains, dans quelle mesure est-ce qu'elles vont être monitorées, si j'ose employer ce terme-là. Évidemment, l'utilisation de toutes ces données, ça pose plein de questions. Et puis aussi, qu'est-ce qui va être devenir de nous? Est-ce qu'on a encore besoin, est-ce qu'on va moins utiliser notre mémoire? Est-ce qu'on sera moins attentif à ce qui se passe autour de nous? Je sais pas, plein de questions. Mais la réalité, c'est quand même la constitution d'un oligopole et c'est une espèce de tétanisation de la part des politiques et même des populations devant ce qui est en train de se passer. Et moi, je trouve aussi devant les risques pour la démocratie, les risques pour nous-mêmes en tant qu'humains, les risques pour le système écologique. Comment vous voyez ça, au fond, ce double langage? C'est très inquiétant parce qu'on se dit, ils ont le pouvoir maintenant. Ils ont le pouvoir, ils sont très proches du pouvoir. Ils sont très proches du pouvoir aussi. Il y avait quelque temps ce repas à la Maison-Blanche avec Donald Trump et puis tous les barons de la tech, la plupart étaient là autour de lui, qui louaient les initiatives du président en disant voilà, vous dérégulez, c'est fantastique, vous nous permettez des investissements énormes sur sol américain, c'est super. Et puis même un micro qui avait capté à un moment Mark Zuckerberg qui se tourne vers Donald Trump en disant je devais déjà te dire quel chiffre d'investissement. C'est complètement surréaliste, cette connivence absolue qu'il y a aujourd'hui entre la tech et puis le pouvoir aux États-Unis, avec cette idée que, effectivement, d'imposer cette vision du monde. Et puis, les acteurs qui dominaient la tech il y a 10 ans, ce sont en gros les mêmes aujourd'hui. Alors, bien sûr, on parle d'OpenAI. Derrière OpenAI, il y a évidemment Microsoft et puis d'autres gens de la tech. On parle d'Anthropic, qui est un chatbot Claude intéressant, mais derrière, on a Amazon et Google qui investissent dedans. Perplexity, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que même les nouveaux acteurs qu'on a ici aux États-Unis, ce sont en fait des sortes de marionnettes. Aujourd'hui, des géants de la tech historiques qui ont un pouvoir absolument immense. Donc, il y a ce point-là qui est vraiment intéressant. Et puis aussi le discours des géants de la tech. On a vu, je crois que c'était il y a environ 1 an et demi, Elon Musk qui, un jour, signe un appel mondial à faire une pause dans l'IA pendant 6 mois parce que ça va trop vite et ça va détruire l'humanité. Et en parallèle, on apprenait quelques jours plus tard qu'il fondait son entreprise xAI, qui est aujourd'hui riche à milliards et qui propose des produits vraiment extrêmement avancés. Sam Altman, c'est la même chose. Un jour, il va dire qu'attention, l'IA risque de détruire l'humanité et oui, il faut une régulation au niveau mondial, tout en sachant évidemment, pertinemment, que ça va jamais se faire parce qu'il n'y aura pas de consensus au niveau mondial et que jamais les États-Unis ne permettront ceci. Et puis, quelques heures plus tard, il va vanter
vanter tous les mérites de l'IA. Même chose pour le boss d'Anthropic qui disait, voilà, attention, voilà toute la liste des jobs qui vont être supprimés à cause de l'IA. Une façon pour lui de faire son marketing en disant, regardez, moi, mon système permet de faire tellement de choses, donc oui, mettez-le en place dans vos entreprises. Donc voilà, donc effectivement, il y a ce double discours, souffler le chaud et le froid. Vous parlez des politiques là autour. Alors aux États-Unis, évidemment, la connivence, elle est absolue, elle est énorme, en tout cas pour quelques années. Et puis, peut-être si on regarde ici au niveau européen, je pense que le problème des politiques, c'est le fait qu'ils sont extrêmement éphémères. Ils sont peut-être au pouvoir pendant quelques années. Les barons des gens de la tech sont là depuis très, très longtemps. Prenez un Mark Zuckerberg, un Elon Musk ou d'autres. Les moyens sont pas les mêmes. Et puis, effectivement, il y a le fait d'imposer aujourd'hui ce discours, de dire, voilà, ça va se passer comme ça doit se passer comme ça. Il n'y a pas d'autres possibilités. Et puis, on voit qu'ici, même en Suisse, c'était il y a quelques mois, on a vu Brad Smith, le président de Microsoft, qui était à Berne, dans un hôtel à quelques mètres du palais fédéral, avec à côté de lui un conseiller fédéral qui était là, présent. Et le président de Microsoft vantait tous les investissements qu'il allait faire pour la Suisse, des investissements accueillis à bras ouverts. Mais évidemment, on n'a pas du tout parlé sur scène du problème des données qui seraient envoyées aux États-Unis. Et aussi un autre problème évidemment extrêmement important, c'est la surdépendance qu'on a en Suisse au niveau des utilisateurs particuliers, des entreprises, des administrations publiques envers les solutions de Microsoft et d'autres géants de la tech. Donc oui, ça fait effectivement beaucoup de différents niveaux d'ambiguïté, de non-dit, et effectivement ce pouvoir absolument énorme aujourd'hui des gens de la tech et le politique qui n'est quasiment rien. Moi, j'ai été très frappé, parce que je m'intéresse à la médecine, par la question des logiciels Epic dans le domaine hospitalier. Epic, c'est une multinationale américaine qui est très contrôlante comme toutes ces multinationales, et on envisage, il y a déjà des hôpitaux suisses, probablement l'hôpital universitaire de Zurich, peut-être celui de CHUV, qui vont acheter cet énorme logiciel, qui vont acheter après les mises à jour, avec une dépendance d'abord simplement dans la gestion des hôpitaux et économique, évidemment accrue, parce qu'après, on ne sait pas combien il faudra payer les mises à jour. Et ensuite, une dépendance idéologique. Parce que ces logiciels sont tellement complexes, ils sont tellement multiples, c'est des telles plateformes qui finissent par décider ce qu'est la médecine, comment on la pratique. Et on ne pourra plus choisir nous-mêmes de pratiquer dans nos grands hôpitaux une autre médecine que celle qui est décidée par ces multinationales. Il y a effectivement une dépendance de plus en plus accrue à ces systèmes. Et puis aussi l'impression aussi, en tout cas qu'on a en tant qu'observateur, que tenter de sortir de ces systèmes-là pour aller vers d'autres solutions va prendre de plus en plus d'énergie. Alors, il y a des initiatives. On a vu le tribunal fédéral tester plusieurs systèmes en open source. On a vu aussi Genève, il y a quelques mois, tenter des alternatives à Microsoft pour finalement opter tout de même pour Microsoft parce que c'est la solution de facilité. Il faut aussi prendre en compte les besoins des utilisateurs aujourd'hui qui sont habitués à certaines solutions. Ben oui, changer, c'est compliqué. Vous avez aujourd'hui peut-être un iPhone, un Android, passer d'un système à l'autre, ça va être assez compliqué pour tout le transfert des données. Alors imaginez ce que c'est au niveau d'une entreprise ou d'une administration. Donc oui, on voit effectivement des petites initiatives par rapport à ceci. Je suis tombé aussi tout récemment sur un site web. Il suffit simplement d'entrer le nom d'un service qu'on utilise et puis il va tout de suite proposer des alternatives européennes, voire même suisses à ceci. Mais malheureusement, c'est encore marginal tout ça. Et cette dépendance est vraiment importante. On le voit aussi avec la fin du support pour Windows 10. Alors là, c'est un point intéressant. Microsoft dit, voilà, on va arrêter de faire du support de sécurité pour Windows 10 depuis le 14 octobre 2025. Un tollé important, une mobilisation de la part plein d'ONG par rapport à ceci en disant maintenant c'est un gaspillage énorme, c'est-à-dire que 400 millions d'ordinateurs vont être mis à la poubelle et on voit quand même Microsoft qui fait un petit geste qui étend sous condition tout de même d'une année le support technique, ce qui permettra de protéger ces ordinateurs-là. Donc là, ça c'est vraiment un exemple parfait de dépendance. Un petit motif d'espoir en disant voilà, il y a une pression au niveau international qui fait qu'un des big tech a bougé. En même temps, c'est compliqué. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'aller vers des alternatives, effectivement, logiciel libre, Linux, mais ce qui va demander un petit peu plus de compétences, d'envie, en tout cas de curiosité de la part des utilisateurs et au niveau des administrations. Ça, c'est compliqué à faire bouger. Et on entend souvent, il faut proposer des solutions alternatives, souveraines, que ce soit au niveau suisse, au niveau européen. Il faut aussi que la demande soit là. Et je pense que là, l'État a un rôle extrêmement important à jouer pour tester des solutions, pour montrer qu'il y a des alternatives, pour effectivement créer de la demande par rapport à des solutions qui sont souveraines ou en partie souveraines, parce que la souveraineté à 100% au niveau numérique, ça n'existe pas. C'est clairement une illusion. Donc là, il faut aussi qu'au niveau de la demande, il y ait quelque chose qui se passe. Au fond, si on veut rester dans un cadre et avec une vision démocratique,
il faudrait qu'il y ait davantage de compétition, il faudrait que les choses soient davantage open source, mais il faudrait aussi qu'il y ait plus de formation. Alors moi, ce qui me frappe, c'est par exemple la formation qu'on donne aux médecins, mais à part ça, c'est un peu la même chose dans les écoles et partout, c'est il faut apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, il faut apprendre à vous adapter. Les entreprises qui sauront le mieux utiliser l'intelligence artificielle seront les plus performantes, etc. Mais il n'y a jamais de formation un tout petit peu plus critique, un tout petit peu plus philosophique sur ce qui est en train de se passer, où se joue quand même notre avenir. D'abord notre avenir de nous en Suisse, mais notre avenir de nous humains. Et comment vous voyez cet enjeu-là? Mais déjà l'enjeu global, démocratique. On a parlé auparavant du pouvoir qu'ont les géants de la tech. Mais aujourd'hui, effectivement, ceux qui ont du pouvoir, ce sont les ingénieurs, ce sont les gens qui sortent de l'EPFL, de l'EPFZ ou bien d'autres super spécialistes de l'IA qui vont effectivement concevoir les outils de demain. Alors, certains, on le voit clairement, montent des startups, tentent de proposer aujourd'hui d'autres solutions. Mais le problème, c'est qu'en tout cas, au niveau suisse, la plupart de ces startups sont assez rapidement rachetées par la big tech américaine. On a vu récemment Intel, Google, Meta faire plein de rachats en Suisse, ouvrir des bureaux aussi à Zurich et à Lausanne. Donc là, le problème, c'est effectivement... créer des solutions souveraines, c'est compliqué, ça prend du temps. Et puis aussi le pouvoir d'attraction absolument titanesque aujourd'hui des gens de la tech pour les super ingénieurs. On a vu cet été un mercato absolument délirant, en particulier mis en place par Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, débaucher des ingénieurs pour des fois plusieurs millions, voire dizaines de millions de bonus promis sur les années suivantes, avec en leur faisant miroiter des questions de travail extraordinaires, de l'argent évidemment, et surtout la possibilité de créer cette sorte de super intelligence artificielle, qui est une sorte de fantasme que tout le monde aujourd'hui met en avant, parce que c'est ce qui va, encore une fois, aider l'humanité. Donc ouais, compliqué aujourd'hui de lutter contre cette illusion, peut-être pas d'illusion, mais un pouvoir d'attraction en tout cas immense, monstrueux, j'ai presque envie de dire, de la big tech par rapport à ceci, par rapport à la voie qu'elle montre pour l'avenir, par rapport évidemment aux moyens financiers complètement incroyables qu'ils ont. Alors on voit qu'il y a des alternatives qui sont aussi possibles. On a vu récemment le fait que les EPF s'unissent pour créer un modèle de langage, Apertus, qui est aujourd'hui ce qui se fait de mieux en termes d'éthique, en termes d'entraînement sur des données totalement propres, en termes de sécurité par rapport au contenu qui est ensuite proposé. Mais voilà, est-ce que cette solution-là pourra être adoptée? Est-ce que le système pourra être amélioré? On parle évidemment pas de comparaison aujourd'hui avec les modèles privés des géants de la tech en termes de performance, mais est-ce que les EPF auront les moyens, l'ambition aussi de continuer à proposer, à développer Apertus pour qu'il ait davantage de possibilités? Est-ce qu'il sera adopté en masse ou au moins testé par des administrations ou des grandes entreprises suisses? Avec cette question un peu vertigineuse alors, il y a la question des moyens. Évidemment, les moyens d'Apertus sont extrêmement inférieurs à ceux de n'importe quelle entreprise big tech. Mais il y a aussi l'éthique, justement. Est-ce que si on reste éthique, si on introduit dans le système que des données dont on est sûr d'avoir les droits, etc., est-ce qu'on a des chances d'arriver au même niveau que ceux qui, en gros, n'en tiennent absolument pas compte? Et justement, les big tech, c'est de plus en plus comme ça, qui se comportent comme des prédateurs absolus du monde des données. Ce pillage global au niveau général des géants de la tech sur le web, sur les réseaux sociaux, sur nos propres données, donne des résultats plutôt bons, voire très bons. Évidemment, ce qu'on appelle hallucinations sont toujours là, ce sera jamais parfait. Mais aujourd'hui, ça semble assez compliqué pour ces modèles effectivement open source entraînés sur des données totalement propres de rivaliser avec ceci. Après, il faudra voir comment va aussi évoluer l'IA, cette fameuse multimodalité, le fait de pouvoir comprendre encore mieux le monde. Est-ce que des modèles open source pourront être bons à ce niveau-là? Ou bien est-ce que non, la puissance de calcul nécessaire pour créer des modèles privés va leur donner un tel avantage que ce seront eux les futurs maîtres encore davantage et qu'il n'y aura pas la possibilité de créer des alternatives. Donc voilà, pour l'instant, on peut être plutôt inquiet aujourd'hui de la comparaison en termes de qualité entre l'open source, ce qui est fait au niveau public, et puis ce que fait la big tech, en particulier américaine. Beaucoup se rendent compte qu'une des limites des larges modèles de langage, des LLM, c'est qu'elles n'ont pas de corps, elles ne sont pas incarnées. C'est des systèmes statistiques, en gros, sur le langage.
Et donc, les mêmes big tech, en tout cas des Elon Musk, mais aussi d'autres, voudraient se débarrasser pratiquement du corps. Hein. Dire que le corps est obsolète. Il y a une espèce de vision comme ça dans la Silicon Valley, que le corps est une chose vraiment mauvaise. Il faudrait complètement surpasser, voire uploader le contenu de notre cerveau dans des ordinateurs. Et en même temps, on se rend compte qu'on n'arrivera pas à des intelligences de type humain vraiment performantes s'il n'y a pas l'équivalent d'un corps avec des sens, des émotions et des... Comment vous voyez ce mélange? Ouais, c'est compliqué. Effectivement, aujourd'hui, l'IA, c'est quoi? C'est le cloud, surtout. C'est le fait que ça tourne dans ces immenses fermes de serveurs coûtant des sommes astronomiques. Et puis, ensuite, on a ces services aujourd'hui dans notre téléphone. En parallèle, on voit Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, qui progresse quand même petit à petit, même s'il en parle moins ces derniers mois, pour augmenter vraiment l'humain. Alors, ça peut être effectivement hyper utile dans le domaine de la médecine, et ça, c'est clairement un domaine que vous connaissez mieux que moi. Il y a aussi le côté, effectivement, vie éternelle. Et ça avait déjà intéressé, il y a 10 ou 20 ans, les fondateurs de Google, en tout cas un des deux, si je me souviens bien. On voit aussi, en parallèle, je pense qu'il y a un parallèle à faire quand même, Mark Zuckerberg qui construit une espèce de bunker totalement dingue sur une île au large des États-Unis. Donc, je pense qu'il y a maintenant, pour ces dirigeants qui ont 40, 50, un petit peu plus, l'idée peut-être déjà pour eux-mêmes, de se dire, voilà, au niveau de la richesse, c'est fait, au niveau de la domination mondiale, c'est fait. Eh bien, moi, comment est-ce que je pourrais continuer à vivre par rapport à ceci? Donc ça, c'est intéressant. Il y a peut-être des projets là autour. Et puis, on voit en parallèle, à notre petite échelle, on a vu pas mal de cas ces derniers temps, et je pense que ça va prendre beaucoup d'ampleur. L'idée pour nous, par rapport peut-être à nos parents ou pour certains à leurs grands-parents, de dire, ben voilà, j'aimerais que tu continues à vivre. J'aimerais faire des enregistrements de toi et j'aimerais pouvoir, quand tu seras plus là, interagir avec toi au niveau peut-être audio. Certains l'ont déjà fait et ça marche plutôt bien. Et si ça leur fait du bien, tant mieux. J'ai presque envie de dire, parce que c'est quand même, encore une fois, des côtés hyper positifs pour l'IA. Et peut-être qu'ensuite, ça pourra prendre la forme d'hologramme, je ne sais pas, hyper réaliste, on y va assez vite. Il y a déjà des entreprises qui proposent ça pour des 10, 20, 30 milliers de dollars, des systèmes de bots qui marchent assez bien, surtout s'il y a pas mal de vidéos sur quelqu'un pour ensuite faire vivre cette personne. On doit remplir des questionnaires pour décrire la personnalité et cette personne existe vraiment comme un dead bot. Et ça, c'est vrai que c'est très troublant, mais ça rejoint aussi la vieille histoire de l'humanité où on a essayé de faire vivre les ancêtres, mais c'était pas de la même manière. Et aujourd'hui, tout un chacun peut le faire. Quelques enregistrements, effectivement, on peut faire au niveau audio. Il y a le côté hyper négatif avec les deepfakes au niveau piratage et compagnie, mais il y a aussi le côté positif d'avoir l'impression, en tout cas, d'avoir toujours avec soi une personne chère qui est disparue. Donc voilà, peut-être un côté positif de l'IA, mais qui pourrait prendre encore une fois d'autres formes ces prochaines années. Sauf que dans l'histoire de l'humanité, il s'agissait toujours finalement, à la fois de vénérer les ancêtres, mais aussi d'une certaine manière de s'en débarrasser, puisque là, on se fait encombrer sans vraiment une symbolisation de ça. Mais une autre chose qui est intéressante, c'est la question des hallucinations. Mais au fond, les seules intelligences qu'on connaisse, c'est les nôtres et celles des animaux. Et par exemple, dans ces intelligences, il y a toujours du mensonge. Est-ce que la gestion de tâches hyper complexes et de raisonnements hyper complexes ne suppose pas, et avec une certaine liberté, une certaine marge de manœuvre, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir faire des hallucinations, voire de les faire volontairement, par exemple des mensonges? Est-ce qu'on pourrait complètement supprimer ça? Je ne crois pas, parce qu'encore une fois, la qualité des données aujourd'hui sur lesquelles ces modèles sont entraînés n'est pas forcément extraordinaire, donc il y aura toujours des erreurs. Et puis, il faut aussi voir sur le court terme et le long terme. Cet été, GPT-5 a été lancé par OpenAI. Tout de suite, tout le monde tombe sur OpenAI en disant « mais ce modèle est nul ». Et puis, on voit que quelques jours après, quand on en parle un peu moins, le modèle s'est fortement amélioré. Mais les hallucinations sont toujours présentes. Effectivement, aujourd'hui, ça se passe au niveau texte, ça se passe au niveau vidéo et puis audio et photo. Mais quand l'IA sera utilisée de manière plus massive dans d'autres domaines, on va dire effectivement ces implications, ces hallucinations auront des effets beaucoup plus concrets, voire aussi dévastateurs. On peut imaginer que c'est aujourd'hui déjà utilisé au niveau militaire. Là, ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Dans un autre domaine vraiment beaucoup plus basique, on voit que la Poste aujourd'hui en Suisse utilise l'IA pour faire un premier tri de toutes les candidatures qui sont présentes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le responsable me disait, oui, parce que là, on a clairement des critères objectifs pour trier les dossiers et pas mettre de côté certains dossiers que peut-être qu'un humain, un recruteur humain aurait mis de côté par rapport à ses propres biais. Alors, moi, je l'entends tout à fait, pourquoi pas. L'IA aura elle-même ses propres biais qui seront jetés par rapport à ça.
Donc, est-ce qu'on va être toujours dans le fait que l'humain devra toujours rester dans la loupe, in the loop, comme on dit en anglais, dans la boucle, pour vérifier ce qui se passe ou pas, ou peut-être qu'à un moment, on va lâcher prise en disant, non mais c'est OK, on accepte 5-10% d'erreurs, ma foi, c'est comme ça. Et ça, c'est peut-être un discours qu'on va entendre de la part des géants de la tech ces prochaines années, en disant, c'est pas parfait, mais c'est qu'on va 1000 fois mieux de l'utiliser que de pas l'utiliser. Mais encore une fois, attention à toutes ces conséquences potentiellement dévastatrices. De plus en plus, l'IA, pour trouver des données, se nourrit de ses propres productions qui ont été mises sur Internet en particulier, et qu'il y a un système de boucle là qui s'est organisé, qui devient de plus en plus préoccupant. Et si on imagine que là-dedans, il y a des erreurs, des hallucinations, des biais, il peut y avoir des renforcements de ces biais, on peut arriver à des choses extrêmement dommageables pour l'humain. Et est-ce que être humain et garder le monde humain et garder le monde démocratique, c'est pas en rester à nos propres systèmes d'hallucination, de mensonges, de discours, de mythes, de représentation du monde, et ne pas se faire imposer ça par des machines, à partir de biais d'ailleurs qu'on a mis nous-mêmes dans ces machines, mais qui reprennent pouvoir sur nous. Ça va être compliqué, je pense. Et il y a un domaine qu'on a très peu abordé, c'est le domaine des réseaux sociaux. On voit aujourd'hui le temps que ça nous mange, mais aussi l'influence que ça a sur beaucoup par rapport à la formation de leur propre opinion. Et on voit aujourd'hui qu'il devient difficile, mais c'est pas encore totalement impossible de différencier le vrai du faux par rapport à des images ou des vidéos. On peut imaginer que dans quelques mois, quelques années, ce sera vraiment totalement impossible à cause de tous ces générateurs de vidéos mis en avant et lancés par les géants de la tech. On l'a vu ces derniers mois avec OpenAI et Google. Donc je pense qu'effectivement, ça va être très compliqué de différencier le vrai du faux. On aura une production du contenu sur le web qui sera de plus en plus faite par des machines, analysé par des machines, ensuite recraché par des machines. On va vraiment dans un cercle assez vicieux avec un appauvrissement effectivement du contenu, avec aussi la multiplication de tout ce qui est au niveau négatif. Alors ça peut être des cyberattaques, ça peut être de la désinformation, de la manipulation, tellement facile à faire par peut-être des agents étrangers ou bien des acteurs qui ont des mauvaises intentions. Et puis là au milieu, on a des utilisateurs, vous et moi, qui n'auront peut-être pas ces prochaines années les armes pour résister par rapport à ceci, que ce soit simplement l'attrait des écrans, le contenu qui sera proposé, voire imposé, comme on le disait auparavant. Donc là, effectivement, il faudra être solide, il faudra être costaud, il faudra avoir conscience de tous ces enjeux-là. J'ose espérer que les médias ou d'autres formes auront justement ce rôle-là pour continuer à avoir cet esprit critique, parce que ça va être de plus en plus compliqué de résister effectivement par rapport à cette déferlante aujourd'hui, où on a tous en moyenne 3 à 4 heures devant les écrans chaque jour. Et quel pourcentage est pris par les réseaux sociaux? Je pense qu'il est important aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que le fonctionnement même de ces réseaux sociaux est lié à l'intelligence artificielle, que la production de bulles d'opinion qui joue un rôle extrêmement important, y compris dans les extrêmes politiques qu'on voit se renforcer de nos jours, et où les gens finissent par penser contre leurs propres intérêts, de façon très étrange, justement, là, en dehors de la réalité. Donc l'intelligence artificielle est partout. Mais le problème, c'est que malgré tout, on vit dans la réalité, nous les humains. C'est-à-dire que si on lâche la vérité en tant qu'adéquation au réel, on se coupe de notre propre réalité qui est, par exemple, la maladie, la souffrance, la mort, qui est la dégradation de l'environnement, le changement et le réchauffement climatique, et des choses qui vont de plus en plus nous affecter. Et cette séparation-là, elle est très préoccupante, entre des systèmes comme les réseaux sociaux qui nous mettent dans un monde virtuel, dans un monde d'illusions, et peut-être aussi de mensonges, et alors qu'on vit dans le monde réel. Et ça, on le sent de plus en plus en tant que dans un média classique, par exemple, où on sent qu'il y a aussi, de la part d'une partie du lectorat, l'envie de ne plus être confronté à des choses négatives. C'est trop. Vous mentionnez l'environnement, ça peut être les guerres, ça peut être le contexte économique ou autre. Donc effectivement, le fait de se dire « je ne veux plus être confronté à ces choses négatives-là », donc effectivement, je vais me réfugier dans les réseaux sociaux, mais qui vont en plus avoir un effet, en particulier pour les jeunes, au niveau de l'estime de soi, la comparaison par rapport aux autres, qui peut être vraiment destructeur. Et ça a été évidemment étudié et mis en avant depuis des années. Donc effectivement, il y a un risque, je pense, pour chacun en tant qu'individu, de se retrancher dans sa bulle à soi, avec son compagnon IA qui va peut-être nous accompagner, nous dire tout ce qu'on a envie d'entendre au quotidien, moins d'interaction entre nous, ce qui pose plein de questions par rapport à la démocratie, par rapport au fait de s'informer, par rapport au regard critique par rapport au monde.
par rapport aussi au fait de se dire, voilà, on a des défis énormes au niveau planétaire, comment est-ce qu'on va tenter de les résoudre et puis essayer évidemment de contourner ou de remettre en question ce discours technosolutionniste qui nous vient de la Silicon Valley, qui est vraiment de plus en plus fort. Ce qui est très préoccupant, par exemple, si on regarde au niveau de la médecine, c'est la souffrance psychique des jeunes. Il y a des tas d'études, d'ailleurs, dans tous les pays développés, pratiquement dans tous les pays aussi, où les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux et fonctionnent beaucoup par leur téléphone pour interagir entre eux. Et en même temps, ces jeunes qui sont confrontés justement à la réalité du monde, les guerres, le changement climatique et les problèmes économiques, ces jeunes souffrent beaucoup. Donc, on peut quand même dire déjà qu'il n'y a pas un monde plus heureux qui se dessine là, alors que ça nous est beaucoup promis, ça, un monde de meilleure communication, de renforcement de nos possibilités, à chacun nos possibilités humaines. On voit plutôt une souffrance qui augmente. Une souffrance qui augmente et qui en particulier aussi aggravée par aussi l'IA. On a vu quand même ces derniers temps, ces derniers mois, des suicides d'adolescents à cause des interactions avec une IA qui petit à petit les a poussés à commettre ce geste fatal. Alors sans aller jusque-là, et puis aussi y avoir des souffrances qu'on s'inflige, sans parler évidemment de tous ces concours totalement dingues qu'il y a en permanence sur les réseaux sociaux, ces nouvelles modes, que ce soit par rapport à ingérer certaines substances ou bien par rapport à l'automutilation. Donc ça fait beaucoup. Aussi au niveau psychique, donc effectivement, c'est difficile aujourd'hui de voir du positif là derrière, d'autant plus qu'on voit en permanence ces géants de la tech tenter de faire de l'autorégulation. On voit devant ces commissions au Sénat, par exemple, américain, ces dirigeants des gens de la tech qui se font vraiment critiquer de manière extrêmement forte et évidemment sincère par des parents d'adolescents qui ont commis un geste fatal à cause d'utilisation de ces réseaux sociaux-là. Ensuite, il n'y a pas de régulation, c'est l'autorégulation derrière, certaines mesures qui sont mises en place, et quand même, on va aujourd'hui vers des limites qui sont de plus en plus abaissées par rapport à tout ce qu'il est possible de faire avec ces systèmes-là. Conclusion, il faut être de plus en plus costaud aujourd'hui pour résister par rapport à ceci, pour ne pas tomber dans tous ces pièges. Alors, à 50 ans, OK, on sait déjà pas mal de choses, on arrive à se débrouiller. Quand on a aujourd'hui 10, 11, 12 ans, 15 ans avec son premier ou son deuxième téléphone, ça devient vraiment difficile. D'où la nécessité d'un accompagnement évidemment par les parents, au niveau de l'État aussi, de mettre en place des solutions pour protéger, donner les armes aux plus faibles, ça fait à beaucoup de monde, pour avoir un certain sens critique ou un recul par rapport à ceci. Alors on voit dans pas mal de pays l'envie de faire en sorte que les réseaux sociaux soient vraiment impossibles à utiliser avant 13 ans, ou bien le fait de dire voilà, pas de téléphone dans les écoles. Alors, est-ce que ces mesures vont fonctionner? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles vont être contournées facilement? C'est un risque. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est des mesurettes par rapport, encore une fois, à cette pression énorme qui est là. Si mon copain, mon ami utilise ceci et puis a l'air plutôt heureux, pourquoi je ne le ferais pas? Pour moi, quelle pression immense. Là. Peut-être pour finir, je pose toujours ces questions à propos du titre même de ce podcast, parce qu'il faut bien vivre. C'est quoi vos raisons de vivre à vous? Parce qu'il faut bien, on n'a pas le choix, il faut bien vivre dans ce monde pas si simple, même plutôt obscur par certains aspects, mais aussi prometteur. C'est quoi vos raisons de vivre? Ma raison de vivre, déjà au niveau professionnel, j'adore mon job, j'adore décrire cet univers-là, être évidemment devant les écrans, tester ceci, mais c'est aussi prendre le temps de faire autre chose. Évidemment, de poser le téléphone, de le mettre en mode avion, de le mettre à l'envers, et puis d'aller, je sais pas, jardiner, faire un tour au bord du lac, des choses toutes simples. Vous arrivez à faire ça? Ouais. Oui, j'arrive. Alors, pour des durées assez faibles. Et puis après, un truc tout bête, je me dis, voilà, je prends après mon téléphone, je me dis, voilà, 15 notifications. Et voilà, j'ai échappé, entre guillemets, à ceci. Donc voilà, l'idée, c'est de se faire des petits challenges comme ça, tout bête. Parce qu'encore une fois, je reconnais totalement ma faiblesse aujourd'hui par rapport à ces systèmes-là. Et je tente un petit peu de m'en éloigner, d'avoir un sens critique par rapport à ceci. Mais effectivement, les écrans sont tellement addictifs et qu'il est difficile de s'en éloigner. Mais effectivement, prendre le temps de se déconnecter, d'être juste bien, de savoir ce qui est bien pour soi aussi, bien pour les autres. Et puis encore une fois, aller dans le jardin, respirer un peu l'air, même sous la pluie. C'est tellement bien. Donc bien vivre, c'est prendre de la distance, c'est un peu d'intériorité aussi et de surplomb. Réfléchir un tout petit peu et encore une fois, la déconnexion, je pense c'est vraiment quelque chose d'important. On a parlé durant toutes ces minutes de tous les côtés négatifs du numérique, il y a aussi des côtés positifs, mais essayer un petit peu de se débrancher par rapport à ça, essayer de se projeter un petit peu vers la suite. Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi ces prochains mois, ces prochaines années, c'est quoi mes projets de vie, prendre le temps de ça. On est tellement pris comme le hamster dans sa roue, ça va tellement vite. Donc ouais, prendre le temps de réfléchir,
Prendre un bouquin. Moi, j'avoue que je lis, alors évidemment, énormément, comme plein de journalistes, en permanence toute la journée. Prendre un bouquin le soir, lire une demi-heure, rien que ça, je me rends compte que c'est un effort assez important. Bah oui, me discipliner. Aller vers la discipline aussi, ça c'est important. Et pas toujours céder à la facilité. Anoush Setaga, merci beaucoup pour ce passionnant entretien. Merci pour votre invitation. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Parce qu'il faut bien vivre avec mon invité du jour, Anoush Setaga, responsable du pôle cyber du Temps. Je suis Bertrand Kieffer, médecin, éthicien et ex-rédacteur en chef de la revue médicale suisse qui propose ce podcast. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.